allons maintenant aborder une question centrale quand on parle de santé environnementale. Cette question, elle est la suivante, c'est que font les politiques? Que font les pouvoirs publics pour nous protéger? D'abord, parviennent-ils réellement à mettre en place des règles et à légiférer en notre faveur? Et surtout, en ont-ils au fond les moyens? Alors, ces questions sont d'autant plus légitimes que les affaires se sont multipliées ces dernières années. On en parlait dans la table ronde numéro 1, depuis la vache folle en 1996 jusqu'aux œufs contaminés à l'insecticide fipronil cet été. On a vu des scandales par dizaines depuis 20 ans. Claude Rambaud, en tant que responsable de l'association France Assos, vous représentez les usagers, les citoyens. D'après vous, est-ce que les pouvoirs publics ont vraiment tiré les leçons de ces scandales ou pas? Alors c'est extrêmement complexe parce que quand vous parlez plus près du micro, s'il vous plaît. Quand vous parlez de scandale sanitaire, c'est très vaste. Les grandes affaires, les affaires qui ont fait la une de la presse. Voilà, un scandale sanitaire, c'est une perte est caractérisée par la perte de confiance du public, soit dans un système, soit dans une institution, parce qu'il y a eu en général soit des victimes, soit des populations découvrent qu'elles ont été exposées à des risques extrêmement graves et évitables, soit la fraude aussi. Donc là, vous avez décidé, il y a des scandales qui sont des fraudes. Bien sûr. Alors, est-ce que les gouvernants font ce qu'il faut? Si on prend, par exemple, un des plus grands scandales sanitaires qui est celui de l'amiante, on sait depuis 1896, le premier rapport d'un médecin du travail anglais qui avait pointé tous les risques, et notamment ceux du cancer, et on a attendu 1996 pour prendre des mesures. Un siècle. Alors, on va prendre des mesures, mais quand elles sont prises tardivement et a posteriori, on ne peut pas dire que vraiment les choses ont été faites. Prenez un autre grand scandale, qui celui-là est très franco-français, celui du sang contaminé. On savait déjà qu'on avait une faiblesse sur les tests et qu'il y avait des problèmes. Et on a quand même, bon, alors ça n'a pas été l'ampleur de l'amiante, et très heureusement, mais malgré tout, on a pris des mesures. On peut en prendre un plus proche, qui est celui du Mediator. Il y a longtemps qu'on savait que Mediator était utilisé au ORMM, et il a fallu beaucoup d'efforts de la personne qui était médecin, qui a découvert, elle a eu énormément d'obstacles. Donc on a pris là aussi tardivement. Donc, rapprochez-vous du micro parce qu'on ne vous entend pas. Donc, donc les mesures sont souvent prises très tard. Voilà. Donc, pour quelle raison? Pourquoi? Parce que, alors, si on va sur la nutrition, qui est notre sujet, vous avez tout à l'heure évoqué, je m'en réjouis, le problème du sucre. Parce qu'on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, on commence à parler des nanoparticules, on parle de la qualité de l'air, mais le sucre. Alors là, ce n'est pas du tout un risque perçu, c'est un risque presque, je ne vais pas dire choisi, parce qu'il y a de l'addiction qui est aussi violente que dans la drogue, pratiquement. Voire plus. Voilà. Donc, dans le sucre, le gros problème, c'est les lobbies, ce sont les intérêts économiques. Le scandale du sucre, la déferlante du fructose industriel, elle est née d'une fraude scientifique. Donc, c'est le rapport économique versus le rapport politique. Voilà, donc c'est un rapport politique, effectivement. Alors, quand on voit toutes ces affaires, on a effectivement parfois l'impression qu'une affaire chasse l'autre sans que peu de choses soient, ou pas suffisamment de choses soient faites pour nous protéger. Par exemple, prenons le cas des perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des substances qui perturbent le système hormonal et qui sont suspectées de causer des cancers, des diabètes ou des malformations. Les perturbateurs endocriniens sont présents dans nos logements, mais aussi parfois dans les aliments. Thierry Pech, vous êtes le patron du think tank Terra Nova. Vous avez travaillé sur la question de l'indépendance des politiques par rapport aux industriels, notamment. D'après vous, comment se fait-il que, malgré les risques, les perturbateurs endocriniens ne soient pas purement et simplement interdits? Je ne suis pas du tout un spécialiste de la question des perturbateurs endocriniens, donc je vais m'empresser de ne pas répondre à votre question. Mais la question que ça pose, c'est le rapport politique économique. Voilà, effectivement. Donc moi, je suis le spécialiste des généralités. Hein. Comme un certain Gilles Finkelstein. Oui, et comme vous savez, le général de Gaulle disait, je parle en général et ça me va bien. Bon, non, je crois que sur la question des rapports entre les pouvoirs publics et les industriels, les intérêts économiques, il y a 2-3 choses simples à dire.
D'abord, on est dans une culture politique en France qui se raconte une très belle histoire, qui est celle d'un pouvoir politique qui est au-dessus de tout, hein, qui serait au-dessus de la société, au-dessus des intérêts économiques. C'est la belle histoire jacobine du pouvoir qui ne connaît que des individus et aucun intérêt intermédiaire, aucun intérêt corps constitué. Cette histoire est fausse en pratique. Et tous les think tankers, mais aussi tous les groupements professionnels, tous les ministères le savent, la vie est faite d'affrontements d'intérêts perpétuels. Et le politique, c'est le lieu où ces intérêts s'affrontent et où il faut justement arbitrer, trouver des points d'équilibre, prioriser, hiérarchiser les intérêts. C'est ça le travail de la politique au quotidien, et donc c'est ça le vrai travail de la politique. Donc, oublions la belle histoire qu'on se raconte en permanence et regardons ce qu'est la réalité. Comment cet affrontement peut-il bien se passer? Quelles sont les conditions pour qu'il se passe bien? Et là, on en vient à la question, aux enjeux que vous soulevez. Il y a quelques interrogations à avoir. Par exemple, est-ce que les choses se font de façon suffisamment transparente? La vie publique, de ce point de vue-là, est beaucoup plus transparente qu'autrefois, et même certains acteurs disent ça suffit, elle est devenue trop transparente, elle est devenue voyeuriste d'une certaine façon. Moi, je pense que la transparence peut encore faire quelques progrès. Pour avoir confessé certains anciens conseillers de cabinet de majorité précédente, certains me disaient j'ai vu défiler dans mon bureau, je ne vous dirai pas où, mais j'ai vu défiler dans mon bureau tout le CAC 40, mais je suis le seul à le savoir, avec le CAC 40. Pourquoi mon agenda n'aurait-il pas été public? Non pas pour faire savoir ce qu'on s'est dit, mais pour faire savoir qu'on s'est vu, pour que des médias ensuite puissent dire à ceux qui sont venus me voir de quoi avez-vous parlé, quelle position avez-vous défendue. Bon. Donc je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans la transparence. Ensuite, dans le domaine des conflits d'intérêts, voir des trajectoires, comme on le voit en France aujourd'hui, où des gens vont et viennent entre fonction publique et fonction privée, n'est pas forcément un problème. Mais les voir revenir dans la même administration, la même fonction, après être passés dans des postes à responsabilité dans l'industrie et poursuivre leur voyage de cette façon, crée un doute légitime sur leur indépendance personnelle. Oui, mais ça pose quand même une question, tout ça, parce que je parlais des perturbateurs endocriniens, pas pour vous faire réagir techniquement sur le problème, mais sur la question de pourquoi ils ne sont pas interdits, dans le sens, est-ce que le principe de précaution est-il suffisamment mis en place par l'action publique pour nous protéger? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Mais ça, moi, je ne sais pas, parce que vous avez beau me dire que vous ne posez pas une question technique. Dans le non, cas mais je veux dire par là, c'est que c'est lié à la pression des industriels sur le politique, sur ce dont vous parliez, par exemple? Bien sûr que la pression des industriels existe. La pression, tout le monde en fait. Nous sommes en train d'en faire. Probablement, le mouvement mutualiste a ses propres méthodes de pression sur le pouvoir, et si ce n'est pas le cas, il faut qu'il se presse de les mettre en place. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on a, à un moment donné, les moyens, quand on est politique, de bien hiérarchiser les intérêts qui sont en présence? Est-ce que ces intérêts sont bien représentés? C'est ça la question, au fond. Bon. Et cette question, elle est toujours très difficile. Je vais prendre un exemple que je connais un peu moins mal que les perturbateurs endocriniens en général, qui est celui des alternatives aux produits phytosanitaires. Il y a des alternatives agroécologiques aux produits phytosanitaires. Voilà. Donc, par exemple, il y a des plantes qui peuvent être à proximité des cultures traditionnelles, de bons facteurs d'éloignement des nuisibles, d'évacuation des adventices, etc. Un des problèmes qu'on a, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas construit de filière autour de ces produits alternatifs. C'est-à-dire que les agriculteurs qui vont demain utiliser la luzerne pour faire fuir tel ou tel type d'insectes nuisibles ne sauront pas quoi faire de leur luzerne. Le problème, c'est pas que là, vous voyez, c'est pas simplement qu'il y a des pressions des industriels pour ne pas faire interdire tel produit, c'est que demain, si on interdit ces produits, on ne sait pas quoi mettre à la place parce qu'on n'a pas construit les filières économiques. Et les agriculteurs, demain, ils vont avoir besoin d'utiliser des méthodes alternatives. Il faut qu'elles soient économiquement viables. Bon. Donc, vous voyez, les problèmes sont très complexes et ne se résument pas à interdire, autoriser. Si demain, on interdit toute une série de produits mauvais, on risque de se mettre dans des situations qui ne sont pas très bonnes. Donc, bien sûr qu'il faut arriver à évacuer les perturbateurs endocriniens, mais il faut aussi savoir ce qu'on va mettre. Alors ça, voilà, j'avance déjà sur le terrain que je ne connais pas, donc je me tais. Mais vous voyez, c'est ça la difficulté. La question que je posais sur le principe de précaution est également posée par quelqu'un dans la salle.
Ministre Paik, vous êtes directeur de cabinet du directeur général de Santé publique France. D'après vous, pour répondre à cette question, pourquoi le principe de précaution qui est pourtant inscrit dans la Constitution n'est-il pas mis en œuvre aujourd'hui sur la question de santé environnementale? Bonjour. Je paraphrase la question. Oui, bien sûr, et merci pour la question, à laquelle forcément un fonctionnaire comme moi va avoir un tout petit peu de mal à répondre, vous l'imaginez assez bien. Quand même, je vais répondre à la question en profitant de ce que vient de dire M. Pech. Dans le domaine sanitaire, parce que Santé publique France, l'agence pour laquelle je travaille et que je représente ici aujourd'hui, c'est une agence sanitaire, c'est une agence du champ sanitaire, c'est une agence du ministère de la Santé, mais beaucoup a déjà été fait en matière de transparence, en tout cas dans ce champ-là, c'est-à-dire aussi bien sur nos procédures d'expertise, nos procédures d'évaluation, ce qu'on appelle dans notre jargon la déclaration publique d'intérêt, c'est-à-dire que pour l'ensemble des cadres de notre agence, de nos experts, mais également de nos personnels qui sont en poste de responsabilité, vous pouvez, pour chacun d'entre nous, trouver l'ensemble de notre déclaration en ligne sur notre site pour nos membres du conseil d'administration. Et tout ça est non seulement dans une procédure qualité, mais en plus vérifié par différents types de conseils externes, et que on a fait déjà beaucoup pour garantir une certaine forme de transparence et pour garantir aussi le fait que tous les intérêts puissent s'exprimer. Parce qu'il ne faut pas se voiler, bien entendu, que chacun a un intérêt à défendre, que ce soit les industriels, que ce soit les organisations professionnelles, que ce soit les organisations mutualistes, que ce soit le ministère de la Santé lui-même, voire les autres ministères. Et nous, notre rôle, c'est d'organiser cette discussion, ce dialogue avec la société civile, avec les différents porteurs d'intérêt, dans la transparence, en n'oubliant pas quel est notre rôle à nous, agence de l'État, c'est de garantir l'intérêt général et le service public sur un certain nombre de missions qui sont les nôtres. Alors, je ne réponds pas aux perturbateurs endocriniens, pour la bonne et simple raison, c'est que notre agence est l'agence de référence en matière d'épidémiologie, de surveillance et de prévention, promotion de la santé en France. Bien entendu que nous publions d'énormes données sur les perturbateurs endocriniens, et pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez aller les retrouver sur notre site internet. Elles sont transparentes, elles sont rendues publiques comme l'ensemble de nos avis, et que les liens sont faits. Voilà, une fois qu'on a dit ça, nous, notre rôle, il n'est pas de porter les mesures de gestion, ni de faire le pouvoir politique, qui est un pouvoir de décision. Notre rôle, il est d'informer les pouvoirs publics, les pouvoirs décisionnaires et le grand public sur l'état de la science et des connaissances. Alors, ce sujet suscite beaucoup de réactions, et encore une fois, c'est une réflexion que nous avons. On voit d'ailleurs dans le public quelqu'un qui s'exprime, qui dit « Où placer le curseur concrètement dans l'application du principe de précaution en matière d'alimentation ? On parle du coût induit, mais il faut mettre en avant les économies générées par les mesures préventives en matière de santé publique. Osons prendre position sur le plastique, les produits utilisés dans l'industrie alimentaire, mais aussi sur le tabac, l'alcool, l'alimentation saine, la consommation excessive des sodas. » Enfin, bref, la globalité. Quelqu'un veut réagir sur comment prendre position? Est-ce que c'est un rôle globalement qui est à la fois économique, politique? Est-ce que l'action publique doit être plus forte? Est-ce qu'elle est suffisamment? Thierry Pech? Oui, non, un mot. La mauvaise méthode pour réagir aux risques alimentaires, c'est d'arrêter de manger. Là-dessus, tout le monde est d'accord. On ne peut pas s'arrêter de manger. Donc, et l'heure approche, d'ailleurs, comme chacun le ressent. Après, pour répondre plus sérieusement, vous voyez, des risques alimentaires, il y en a beaucoup. On en a énuméré un certain nombre. Pour les surmonter, on sait que la solution ne passe pas simplement par l'orthopédie comportementale des individus, si vous voulez. On peut essayer de rendre les individus meilleurs, mais il y a un moment où ils ne passeront pas à travers toutes les mailles du filet. Ils seront à un moment bloqués. Donc, on sait qu'on doit aussi agir sur l'offre, sur les industriels, et on va parler, je crois, de Nutri-Score, de ce type de mécanismes. Et on sait enfin que cette transition, la transition alimentaire, qui est nécessaire pour toute une série de raisons, elle va être très longue. Elle va s'étaler sur 10, 20, 30 ans. Par exemple, on mange trop de viande, il va falloir qu'on en mange un peu moins, qu'on mange davantage de protéines végétales, donc il va falloir renforcer les filières des protéines végétales, etc. etc. Et ça prend du temps. Oui, en fait, on conduit un bateau qui est un super tanker, on ne peut pas lui faire des virages à angle droit,
il y a des filières de production à organiser, il y a un travail d'information à faire, il y a des comportements à éduquer. Tout ça est lent. Et le politique, dans tout ça, il doit avoir pas simplement une mission de interdire, autoriser là tout de suite. Bien sûr qu'il y a des interdits réglementaires à poser. Mais sa mission, ça doit être aussi de dessiner un cap au-delà de la prochaine élection. Et pour ça, de céder des agences, des experts. Est-ce qu'on fait bien ce travail aujourd'hui? Et votre réponse, c'est quoi? Je pense qu'on a commencé à le faire. C'est déjà pas mal. Mais on pourrait le faire beaucoup mieux. Par exemple, il y a un plan national nutrition santé dont il a été question. Est-ce qu'il est complètement cohérent avec la stratégie bas carbone qui est sortie de la loi de transition énergétique, qui a dit que, par exemple, en matière alimentaire, il faudrait atteindre un facteur 2 de division des émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que, quand on pense les programmes nutrition santé, on y intègre la dimension écologique? Et votre réponse? Non, pas assez. Pas assez. Et là, il y a encore du travail à faire. Donc, et encore une fois, les intérêts écologiques et les intérêts sanitaires sont très souvent convergents, presque à chaque fois. Donc, on doit mieux dessiner le cap de long terme. Est-ce que, Claude Rambaud, vous avez l'impression que l'action publique accompagne ce grand mouvement de transition dont parle Thierry Pech? Vous pouvez répéter, est-ce que l'action publique accompagne est-ce que l'action publique accompagne suffisamment? Ou vous êtes un peu sur la vie, ça dépend des questions, et notamment sur le plan de nutrition santé? Je dirais autant qu'elle puisse le faire. On a vu tout à l'heure sur la table ronde précédente que il y a un certain nombre d'avancées. On ne peut pas dire, d'ailleurs, on est là aujourd'hui pour en témoigner. Il y a un certain nombre, il y a une prise de conscience, mais la prise de conscience, elle est souvent réservée à des initiés. Et encore, des gens qui sont dans le système mutualiste, dans le système de la santé, les associations sont relativement mieux informées que le grand public. Mais pour aller vers le grand public, on va aller vers des consommateurs, de la grosse masse économique. Et là, on va se heurter à des intérêts économiques. Mon voisin tout à l'heure a évoqué que pour prendre des mesures, il faudrait aussi être relativement protégé d'un certain nombre de lobbies. Et pour cela, il faut les rendre transparents. À l'Union européenne, par exemple, les parlementaires doivent faire état de tous les contacts qu'ils ont. Ils sont intégralement visibles. On pourrait parfaitement dire, oui, vous pouvez rencontrer des lobbyistes, mais vous le dites. Que ce soit les ministres ou que ce soit ou que ce soit nous d'ailleurs, nous aussi, on peut être mis sous influence. Donc il y a des influences économiques qui sont extrêmement fortes. Et puis, je pense que les gouvernements veulent faire, mais ils ne peuvent pas toujours aller aussi loin qu'ils voudraient le faire. Thierry Pech, je voulais réagir. Non, je voulais juste dire qu'on a le lobbying qu'on mérite. Et par exemple, en Allemagne, le lobbying se fait beaucoup sur les députés au Bundestag, qui sont vraiment des gens qui ont beaucoup de pouvoir. On est dans un régime parlementaire. Moi, une des choses qui m'inquiète dans les stratégies de lobbying, c'est pas quand elles vont chercher les parlementaires, c'est quand elles vont chercher les couloirs des cabinets plus ou moins obscurs. On a le lobbying qu'on mérite, on a un système politique qui a mis le pouvoir tout en haut et particulièrement à la présidence de la République. Et donc les lobbies, ils savent très bien que le chemin le plus court pour exercer une influence, c'est quand même d'aller là où le pouvoir se trouve. Alors justement, il y a une question dans la salle. On a quand même l'impression qu'entre les industriels et la santé publique, il y a des contradictions. Les mutuelles ne pourraient-elles pas jouer le rôle de lanceurs d'alerte? Allez-y. Je voudrais juste finir sur la transparence. Il y a les lobbies, mais pas seulement. Il y a aussi les experts. D'où parlent-ils, les experts? C'est extrêmement important. Donc, et puis, il y a aussi une troisième donnée qui est justement la communication des données brutes. Ça aussi. Donc, vous voyez, sur la transparence, on a beaucoup à faire. Donc, oui, bien sûr, il y a une contradiction. Il y a des paradoxes. Par exemple, on va lutter contre l'alcoolisme, mais en même temps, on va affaiblir la loi E20. Expliquez-moi. Par exemple, on commence à le dire, le sucre, c'est pas bon, mais en revanche, l'Union européenne a accepté, et c'est ce mois-ci que cela va se faire, de libéraliser la production de fructose industrielle qui était limitée à 5%, elle va être levée. Si on arrive aux 50% qu'ont les États-Unis ou aux 30%,
ou aux 30% du Japon, on voit tout de suite qu'on va avoir des effets désastreux sur la santé. Donc oui, il y a un certain nombre de paradoxes, il faut vivre avec, et comme le disaient tout à l'heure les deux interlocuteurs, tout cela est complexe, et c'est à nous, ensemble, vous, les mutualistes, les assureurs, et nous, les associations de patients et les consommateurs, de participer, peut-être pour avoir les lobbyistes qu'on mérite. Alors, on parle beaucoup d'alimentaire. Il y a un exemple assez intéressant, très intéressant, c'est celui de Nutri-Score. Alors, Nutri-Score, c'est quoi? Eh bien, c'est un nouveau logo qui apparaît sur les emballages des produits, enfin, qui va apparaître sur les emballages des produits, qui informe de façon très simple la qualité d'un produit alimentaire. Hein. Je simplifie ce que c'est. Il y a en gros 5 lettres et 5 couleurs. De la lettre A en vert foncé, qui indique une bonne qualité de produit, c'est-à-dire pas trop gras, pas trop sucré, jusqu'à la lettre E en rouge, qui indiquerait une qualité à revoir ou à améliorer. Alors, Miss Paik, c'est une question que vous connaissez bien, parce que c'est l'organisme que vous représentez qui est l'auteur de ce logo. Pourquoi vous avez décidé de faire ce logo? Tout d'abord parce que ce logo, il s'insère dans une politique et un dispositif beaucoup plus large. Malgré l'intérêt qu'on porte au Nutri-Score et le temps que ça prend à le mettre en œuvre, ce n'est qu'un des dispositifs que l'on a. Vous l'évoquiez vous-même tout à l'heure en introduction de la première table ronde. Disons que l'avantage de notre agence, c'est ce que nous, on appelle le continuum, c'est-à-dire d'avoir d'abord les chiffres, l'épidémiologie, la surveillance, et de pouvoir aller jusqu'à la prévention, la recommandation, et de ce qu'on pourrait faire ou parfois de ce qu'on devrait faire, voire d'alerter les pouvoirs publics sur des difficultés dans notre pays. Et le Nutri-Score, il vient de là. Parce que, vous le notiez, je donne les chiffres, hein. En 2015, des études de Santé publique France, 49% des adultes sont en surpoids, 17,2% des adultes sont obèses. La sédentarité, une étude qu'on a publiée hier, c'est une baisse de l'activité physique, c'est une hausse de la sédentarité, et notamment une hausse de la sédentarité chez les enfants, qui passent de plus en plus de temps devant les écrans. Je dis, 61% des enfants aujourd'hui et des adolescents, c'est-à-dire des moins de 18 ans, passent plus de 3 heures devant les écrans quotidiennement. Et quand je dis 3 heures devant les écrans, ce n'est pas 3 heures passées devant les écrans à l'école ou à travailler. Non, c'est 3 heures devant les écrans pour des activités de loisirs. C'est une augmentation de 1 heure sur les 5 dernières années. C'est colossal. Donc il y a urgence. Et donc nous, en tant qu'agence, forcément, derrière ça, on fait des préconisations, mais on ne peut pas en rester qu'aux préconisations en disant « Ah oui, dites donc, ça serait bien d'agir ». Non, on essaie de proposer quelque chose. La proposition, elle est simple. Le Nutri-Score, qu'est-ce que c'est? C'est un étiquetage nutritionnel simplifié. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une boîte d'emballage, vous avez ce qu'on appelle les éléments de référence avec un certain pourcentage ou des données alimentaires, franchement assez peu compréhensibles par le citoyen et le grand public. Et dès 2009, nos collègues britanniques, la Food Safety Agency, a produit quelque chose qui ressemble beaucoup aujourd'hui au Nutri-Score. Ça a été repris ensuite en France par des équipes de Serge Herzberg et de l'INSERM, puis par le Haut Conseil de la Santé publique. Et nous, en lien avec ces institutions, on s'est dit c'est une bonne idée, on va le faire. Et il s'avère que, bien entendu, derrière, et c'est là où il y a le lien très important, c'est qu'il y a eu le portage politique qui s'est fait parce qu'une directive de l'Union européenne le permet depuis 2011 et que dans la loi de modernisation du système de santé en 2016, l'étiquetage nutritionnel complémentaire a été proposé en France. Et donc ce schéma, ce système fait qu'aujourd'hui on est en capacité de le proposer et que, pour être tout à fait honnête, ce système on ne pouvait pas dire bon voilà, maintenant c'est celui-là et vous le mettez en place. Et donc il y a eu en plus une concertation. Alors, je regrette qu'on ne puisse pas dialoguer avec un industriel, mais ce dialogue il a été fait avec les industriels. Ça a été simple ou pas? Parce que ça veut dire que vous avez réuni les principaux industriels de l'agroalimentaire? Alors, ce n'est pas... dans le système français, ce n'est pas aux agences sanitaires de réunir les industriels. C'est une prérogative du ministère. Non, mais donc, dans le travail ça a été fait par le ministère de la Santé, effectivement, qui a réuni l'ensemble des acteurs concernés
que ce soit d'autres ministères, la Direction générale des droits de douane, par exemple, et de la répression des fraudes, nous-mêmes, le ministère de l'Agriculture, bien entendu les industriels, les distributeurs, et qui ont permis qu'entre septembre et décembre 2016, il y ait une expérimentation qui se fasse en grandeur réelle dans des supermarchés, partout en France, et qui a permis de comparer différents types de logos. Celui proposé par les pouvoirs publics français, le Nutri-Score, proposé par Santé publique France et le ministère de la Santé, et d'autres logos qui viennent d'autres pays scandinaves, ou des logos proposés par les industriels. Et au final, tout le monde allait se ranger au verdict de l'expérimentation. Il s'avère que l'expérimentation, elle prouve que le Nutri-Score est le système le plus compréhensible, le plus simple, le plus clair, et surtout, c'est celui qui est le mieux pour le panier des populations les plus défavorisées ou les plus éloignées, comme on pourrait dire, de nos recommandations alimentaires. Celles pour qui, on l'évoquait tout à l'heure, faire des recommandations et des avis, parfois, ce n'est pas quelque chose qui est dans leur radar. Parce que là, c'est pas quelque chose qui est simple. compréhensible. Nutri-Score, c'est simple. C'est de A à E, une couleur, de vert Vert à orange, et non pas Pardon, rouge. Pardonnez-moi. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il ne faut pas induire le consommateur dans une logique de nocivité vis-à-vis du produit. Ce n'est absolument pas la volonté qui était la nôtre. La volonté, c'est d'avoir un étiquetage simplifié, compréhensible, objectif, parce que fait avec des données. Ce n'est rien d'autre que les données des aliments qui sont calculées, qui donnent un score très précis, qui est validé scientifiquement, et qui permet au consommateur de comparer sur l'ensemble d'un rayon le produit qu'il a devant lui. Alors, est-ce que ça veut dire que, désormais, ou dans un futur proche, tous les produits alimentaires vont avoir le logo Nutri-Score sur les emballages ? Pour une fois, je vous donne le souhait. Bien entendu que notre souhait, c'est que le Nutri-Score se développe et soit repris le plus possible et le plus largement possible, en France et en Europe. Mais ça veut dire que ce n'est pas obligatoire pour les industriels de le faire. La réglementation européenne est très claire sur le sujet. Elle date de 2011, elle sera réévaluée d'ici la fin de cette année, début d'année prochaine. C'est peut-être une question qui sera à poser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation européenne précise que n'est obligatoire que les éléments de référence. En revanche, la déclaration nutritionnelle complémentaire est quelque chose de facultatif et de volontaire. Et nous, on s'est mis dans ce schéma-là, bien entendu, pour respecter la législation européenne, mais aussi parce que on considère d'une certaine façon que le fait de proposer quelque chose de simple, de clair et de compréhensible, mais aussi quelque chose qui, d'une certaine façon, a le soutien des pouvoirs publics, c'est aussi quelque chose qui peut être très facilement repris par les industriels. Et franchement, ça marche très très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des industriels qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord ? Est-ce qu'il y a des industriels qui ne sont pas d'accord ? Oui, bien sûr. Et pourquoi ? Il faudra leur poser la question. Mais d'après vous ? Moi, j'ai beaucoup d'idées, mais on ne va pas les partager aujourd'hui. Non, mais juste une. Non, mais très simplement, je veux dire, soyons honnêtes, il s'agit d'une déclaration complémentaire nutritionnelle. En même temps, il s'agit d'un logo qu'on appose sur une face avant d'un emballage. Les industriels qui viennent rejoindre le mouvement, ou ceux qui ne viennent pas rejoindre le mouvement, il y a certainement des logiques de conquête de marché, des logiques concurrentielles, des logiques de marché qui sont derrière ça. Et nous, on n'a aucun problème avec cette logique. Pourquoi ? Parce que si moi je suis industriel et que je mets le logo ou que je serais amené à mettre un logo, ça peut avoir un impact sur en gros, mon produit, le prix de mon produit ou même le contenu de mon produit ? Non. En tout cas, ce n'est pas comme ça que le Nutri-Score il a été créé. Le Nutri-Score, il est destiné au consommateur. Son objectif, c'est d'aider et d'éclairer le consommateur et d'avoir des consommateurs éclairés qui sont en capacité, dans un rayon, en arrivant dans le rayon charcuterie d'une grande surface, de pouvoir décider, en fonction de ce qu'il leur est présenté, ce qui correspond le mieux à l'équilibre alimentaire qu'ils souhaitent avoir. D'accord. Alors, il y a des industriels comme Danone ou Fleury-Michon qui ont accepté de participer au logo. Est-ce qu'ils vous ont, vous ou au ministère de la Santé, demandé des choses par rapport au logo que vous aviez en tête au départ ? Non, et ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce que
c'est presque fantasmé. C'est-à-dire que notre... C'est juste une question. Hein. Non, bien sûr, mais notre rôle en tant qu'agence, il est de produire un avis, une recommandation, et de le mettre sur la place publique. D'accord. Après, une fois qu'on a mis nous sur la place publique, on est tout à fait prêt à soutenir la controverse scientifique sans problème. Mais on le met sur la place publique. Mais le fait que le logo soit pas obligatoire, est-ce que ça peut marcher si moi, en tant qu'industriel, je suis pas obligé de le mettre? Moi, je peux vous dire que ça marche déjà, parce que on a déjà un certain nombre d'entreprises et de distributeurs ou d'industriels qui se sont engagés dans la démarche. Vous citiez Auchan, le groupe Intermarché prochainement. Donc sur les produits MDD, ça, il va y être, en gros, sur les produits de marque de distributeurs. Oui, sur les marques de distributeurs, mais même Fleury-Michon, ce n'est pas une marque distributeur. Danone. Danone, on espère effectivement très prochainement. Vous voyez bien qu'on commence à couvrir quand même un certain pan de ce qui peut être proposé dans les supermarchés français. Et notre objectif, comprenez bien ça, c'est que le Nutri-Score, on l'a imaginé sous forme de marque. C'est quelque chose d'un peu particulier pour l'État, qui n'y pense pas forcément toujours. L'objectif, il est clair. On propose quelque chose qui est une marque déposée au niveau français, déposée au niveau européen, avec un règlement d'usage. C'est un peu juridique, mais l'objectif, c'est de dire aux industriels, si vous venez, si vous adoptez ce logo, non seulement c'est le logo qui est soutenu par les pouvoirs publics, mais en plus, ce logo, il y a un cahier des charges. Et le score que vous calculez, ça sera le même score pour tous. Vous tous, industriels. Et ça a un avantage comparatif énorme pour les consommateurs parce qu'ils savent que ce qu'il leur est présenté est fiable. Alors, vous, Claude Rambaud, en tant que représentant d'usagers, vous trouvez que c'est plutôt une bonne nouvelle, le Nutri-Score? Oui, c'est une excellente nouvelle, parce qu'à la transparence, il faut rajouter l'information du consommateur. C'est un élément essentiel pour que les personnes puissent faire les choix avec la meilleure information possible. Donc, nous l'avons soutenu, beaucoup soutenu dès le départ, et nous sommes tout à fait favorables à cette information. Et en particulier, nous espérons que ça sera... Rapprochez-vous de vos micros parce qu'on a du mal à vous entendre. Vous m'entendez pas? En particulier, une information aussi à destination des jeunes, parce que tout à l'heure, dans les orateurs précédents, ont évoqué cette information vers les jeunes. Les jeunes sont une cible marketing très importante pour les produits, des produits pas toujours tout à fait favorables à la santé, notamment les sodas, les produits sucrés, etc. Et donc c'est très important d'avoir ces logos qui seront apposés. Alors vous disiez, est-ce que ça va avoir une influence, par exemple, économique? Enfin, en tout cas, nous espérons que ça sera une bonne influence. C'est-à-dire que ceux qui ne mettront pas le logo seront visés et ciblés comme étant des produits qui n'ont pas envie d'afficher la vérité. Alors, sans parler de marque particulière, vous pensez que, par exemple, une pâte à tartiner qui n'affiche pas le logo, il va y avoir une baisse de la consommation des enfants? À nous de savoir informer les gens pour les orienter vers ça. Alors, vous dites, on n'ira pas vers le rouge, mais on va vers l'orange quand même. Les gens auront vite fait de comprendre. En fait, la question qu'il y a derrière, c'est le fait qu'à partir du moment, Thierry Pêche par exemple, où vous avez un système très intéressant qui est créé comme le logo Nutri-Score, mais qu'en gros, tout le monde n'est pas tenu pour des raisons réglementaires à l'afficher, est-ce que ça ne crée pas un système, enfin un double système, et est-ce que ça peut réellement fonctionner de façon vertueuse? Je pense qu'il y a une bataille des signes, c'est ça le risque de ces... Moi, je trouve ça très bien, Nutri-Score. Ça fait un petit moment que les spécialistes réfléchissent à un dispositif comme celui-là. Il y avait eu des travaux du CEPREMAP qui avaient pavé le chemin dans cette direction. Je trouve ça très bien. Maintenant, c'est une bataille du signe. C'est-à-dire qu'il y a ce signe-là, mais il y en a d'autres. Et des industriels qui n'adoptent pas Nutri-Score pourraient être tentés de créer un autre signal. Oui, on a du mal à s'y retrouver. D'organiser la confusion auprès des consommateurs. Donc cette bataille des signes, elle se gagne dans la discussion, effectivement, avec les industriels, etc. Elle se gagne aussi dans l'opinion. C'est-à-dire qu'il faut défendre le bon signe, le faire connaître, le faire reconnaître, en France, peut-être aussi ailleurs. Peut-être dans d'autres pays européens, parce qu'au fond, si on ne peut pas rendre obligatoire une forme d'étiquetage, c'est aussi, je crois, je parle sous le contrôle de Mélis Baïk, en raison du droit européen, qui ne nous donne pas la possibilité de rendre obligatoire ce type de signaux.
Eh ben, je pense, et d'ailleurs, dans beaucoup de débats qu'on a évoqués, le glyphosate, on retrouve un blocage au niveau européen. Parce que la France est souvent un pays où, quoi qu'on en dise, on a une forme de dynamisme sur ces questions, et puis on se heurte à des pays qui sont plus réticents ou plus inertes. Eh ben, il faut aller se battre sur le terrain de l'opinion publique de nos voisins. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de nos études, je parle y compris pour les think tanks, qu'on devrait publier en anglais, en allemand, faire connaître. L'Allemagne, par exemple, c'est fascinant. C'est un pays, c'est le grand hub de la viande de porc en Europe. Et c'est en même temps le pays européen où il y a le plus de végétariens et où ce type de consommation est le plus reculé. Système paradoxal. L'Allemagne exporte sa viande de porc, qui est parfois de qualité, on va dire, inégale, pour être charitable, dans le reste de l'Europe. Et c'est un pays où le mouvement écologique a toujours été pourtant assez présent. Oui, c'est comme un paradoxe. Oui. L'ensemble des paradoxes. Mais il faut aller discuter avec nos amis allemands en Allemagne, sur le terrain de l'opinion publique allemande, dans les journaux, dans les radios, les télévisions. On est, de ce point de vue-là, je trouve, trop provinciaux dans notre approche des problèmes. Je pense que le débat public français est plutôt, comment dire, offensif sur ces questions. Quand on le compare à d'autres, on peut se rassurer au moins de ce point de vue-là. Mais on est trop provinciaux dans notre gestion de l'information. Il faut aller chez les autres. Pardon, excusez-moi, ministre, allez-y. Je rebondis parce que, bien entendu, que notre rôle et notre mission, elle est une fois qu'on a installé le Nutri-Score, et que je redis qu'il est le mieux évalué par rapport à tous les autres signes, c'est d'aller convaincre non seulement les institutions européennes, d'aller convaincre nos États membres, les autres États membres, mais aussi de convaincre nos différents partenaires pour que ce message puisse être diffusé. Partenaires, vous entendez qui, par exemple? J'y viens. C'est-à-dire aussi bien, d'une certaine façon, la société civile, ce que disait Madame Rambaud, Monsieur Pech, bien entendu que aujourd'hui, on le voit déjà, on suit ça de très près. Vous avez un certain nombre de blogs, de sites internet qui se créent, qui montent, qui sont capables de faire de la comparaison, qui sont capables de proposer des aliments par rapport à d'autres. Nous, notre rôle, c'est de proposer une alimentation la plus saine, la plus équilibrée. Pour ça, on a des sites, Manger, Bouger, la Fabrique à menu. Je vous invite à y aller, c'est formidable. Mais surtout, il nous faut des partenaires. Nous sommes une agence, on est à peu près 600 personnes. On ne va pas faire la prévention tout seul dans notre pays. On a besoin des organismes mutualistes, on a besoin des professionnels de santé, on a besoin des associations, on a besoin de think tanks, c'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui sont capables de relayer nos messages, qui sont capables de porter nos discours et de porter la parole des pouvoirs publics français pour la disséminer la plus loin possible. Et le plus loin possible, c'est, je rejoins M. Pech, c'est auprès des États membres de l'Union européenne de les convaincre que le Nutri-Score, c'est quelque chose qui peut être utilisé sur l'ensemble du territoire européen demain. Alors, il y a une question d'un spectateur dans la salle. Les lobbies ne vont-ils pas influencer les implantations de logos pour en faire un élément concurrentiel? Qui de vous trois veut répondre à cette question? Est-ce que implantation veut dire face avant ou face arrière, c'est ça? Oui, enfin mettre un logo sur les emballages. Créer un concurrent à Nutri-Score. Non, la question pour le coup est réglée par le droit. C'est une des forces de notre pays et de l'Union européenne. C'est que le logo est forcément en face avant et correspond forcément à des mesures et à des données précisées et très réglementées. Est-ce que ça ne va pas favoriser d'autres signes, comme disait Thierry Pech? C'est-à-dire, il y a Nutri-Score, moi je vais avoir le mien, et donc on va se faire concurrence non seulement sur les produits, mais aussi sur les affichages de logos. Mais notre rôle, il n'est pas, et notre pouvoir, il n'est pas d'interdire d'autres logos. Notre rôle, il est de proposer le meilleur système scientifiquement fondé qui a fait la preuve de son efficacité et de porter ce message partout pour convaincre et ne pas prêcher simplement dans le désert. Mais en gros, il y a quand même un problème de lisibilité pour le consommateur. En gros, si je suis un industriel qui trouve que Nutri-Score, c'est un petit peu coûteux pour moi parce que je suis entre la zone vert foncé et la zone orange, je ne me trompe pas, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, je ne vais pas adopter Nutri-Score, puisque j'ai le choix de ne pas le faire, probablement, parce que j'ai trop à y perdre. Et si j'ai vraiment beaucoup à y perdre, et puis ça risque de se voir, si Nutri-Score se développe, ça se verra que moi, je n'ai pas Nutri-Score sur mon produit. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, je vais vouloir mettre quelque chose sur mon produit, je vais essayer de créer
une espèce de signal alternatif. Où j'aurais que des produits verts. Voilà, en gros, j'avais 6 sur 20 avec Nutri-Score. Là, je me débrouille pour avoir 13, 14 ou 15, quoi. Et la question que ça pose, c'est comment moi je fais en tant que consommateur? Comment on fait, nous, les consommateurs? Notre rôle, il est de proposer le référentiel commun. Et ce référentiel commun, il est le référentiel que la France défend auprès des institutions européennes. Il est évident que si on a une multiplication des sigles d'information nutritionnelle, pour reprendre le terme juridique, qui se développe, ça incitera et ça entraînera de la confusion auprès du consommateur et que l'objectif initial souhaité va être un petit peu endommagé. Donc à nous, collectivement, de défendre le référentiel commun proposé par les pouvoirs publics. Donc c'est une bataille. Il n'y a pas de bataille parce qu'il n'y a personne qui meurt au champ de bataille, mais on est obligé de pousser nos arguments et de faire valoir ce qu'on a fait. Comprenez bien que nous, on produit de la science, on produit de l'expertise. Notre rôle, il est aussi de défendre nos productions sur la place publique et dans le domaine scientifique. Si on est capable de nous opposer des arguments scientifiques, on est prêt à les entendre. Dernière question, quand vous allez à Bruxelles pour défendre le Nutri-Score, quelles sont les réactions? On va dire, il y a deux ordres. Des questions extrêmement techniques que je n'aborde pas ici, qui sont des questions d'ordre sur le droit européen, le droit de la libre circulation, etc. Et puis, un regard un peu interrogatif parfois, parce que on sent bien que ça peut marcher. Qu'est-ce qui bloque? Attendez. Nous, on est impatients. Bien sûr, mais nous tous. Mais la Commission européenne, les institutions européennes, pour ceux qui connaissent, c'est un processus incrémental, de petits pas, parfois lent, où chaque chose doit prendre sa place au bon moment et au bon endroit. Notre rôle, c'est que ça avance et qu'à la fin, le Nutri-Score soit implanté en France. Et imaginons simplement, parce que, je le répète, c'est une marque que nous avons déposée également au niveau européen, qu'un industriel ou un distributeur décide d'apposer le Nutri-Score non seulement en France, mais dans les 15 ou 20 implantations qu'il a dans les pays de l'Union européenne, on aura fait un beau pas pour généraliser ce référentiel commun sur l'ensemble de la place européenne. Et une fois qu'il est installé, il y a une forme d'antériorité qui joue, non seulement d'un point de vue juridique, mais aussi dans le regard du consommateur. Et à nous, ministère de la Santé, agence, de proposer non seulement le Nutri-Score, mais les moyens pour le citoyen de savoir ce que c'est que le Nutri-Score, à quoi ça correspond, et parce que c'est bien sympa de mettre le logo, mais c'est surtout, notre objectif, c'est qu'à la fin, dans le panier, à la caisse, il y ait une différence qui se fasse sur la qualité nutritionnelle et la qualité alimentaire de nos citoyens. Claude Rambaud, vous vouliez réagir? Oui, on ne va pas être langue de bois tout de même, parce que de toute façon... Vous pouvez vous rapprocher de votre micro, s'il vous plaît. Tout le monde le sait, il y a une prééminence générale des intérêts économiques sur la santé publique. On pourrait faire l'histoire de la santé publique et ce que vous avez appelé des scandales sanitaires. Moi, je vais plutôt sur les catastrophes sanitaires en matière nutritionnelle, plus que des scandales, parce qu'elles ne se voient pas. C'est très difficile d'établir les liens. Vous, tout à l'heure, vous avez posé la question, pourquoi aussi on ne fait pas émerger tout ça? Parce qu'il est très difficile, dès qu'on est dans la nutrition, d'établir les liens entre les maladies, la morbidité, la mortalité et les comportements nutritionnels, ou voire les productions qui sont mises à la disposition des consommateurs. Donc, on le sait, les lobbies économiques sont extrêmement forts et les intérêts économiques sont en général préservés dans les États et en particulier au niveau de l'Union européenne. Voilà. Donc, je pense que là, nous avons du travail à faire. On l'a dit, en matière de transparence, en matière d'information, et ce logo Nutri-Score va nous aider à avancer. Alors, il y a un commentaire de quelqu'un dans la salle qui dit « Les 38 millions de personnes couvertes par les mutuelles travaillent dans des écoles, des industries, des établissements sanitaires et médico-sociaux, des exploitations agricoles, etc. Sensibilisés par leurs mutuelles, ils pourraient aussi agir sur leur lieu de travail pour réduire l'impact santé-environnement de leurs pratiques professionnelles et réveiller le citoyen lanceur d'alerte qui sommeille en chaque
adhérents mutualistes. Quelle réflexion avez-vous par rapport à ce commentaire? C'est évidemment une très bonne idée, et je pense que c'est même une bonne idée pour le mouvement mutualiste lui-même, qui trouverait un terrain supplémentaire d'intensification, d'une certaine manière, de sa relation avec les bénéficiaires de son travail. Mais je pense que la relation peut fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire que les personnes couvertes par les mutuelles peuvent faire remonter aussi à la conscience de ce type d'organisation collective la complexité des questions qui sont posées. Parce que quand on dit les intérêts économiques sont injustement favorisés dans les discussions, etc. On dit toujours ça quand il s'agit des intérêts économiques des autres. Mais quand on est éleveur, quand on est agriculteur, quand on est parmi les centaines de milliers de gens qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire, on regarde le truc autrement, parce qu'on se dit c'est aussi des emplois, c'est aussi de la valeur, c'est aussi... Et donc, il faut affronter, si on veut progresser sérieusement, il faut affronter cette complexité et pas se réfugier dans un messianisme vertueux, magnifique, et qui à la fin va s'écraser contre le mur des intérêts, qui sont des intérêts solides, qui ne sont pas des intérêts gazeux, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, par exemple, si on veut des alternatives aux phytosanitaires, il faut crédibiliser, structurer des filières alternatives. Et c'est comme ça pour plein d'autres sujets. Mais je ne vais pas vous interroger sur le CETA, parce que c'est un sujet technique, mais ça pose en revanche le traité transatlantique entre l'Europe et le Canada, une question sur le pouvoir du politique dans un monde globalisé malgré tout. Pour rappel, le CETA est donc un traité qui favorise le libre-échange entre l'Europe et le Canada et qui fait polémique à cause de son impact environnemental, comme l'importation des gaz de schiste ou le risque d'importer des produits agricoles qui dépendent fortement des pesticides, justement, voire des OGM. Alors, la France, le gouvernement français s'est montré réservé vis-à-vis de ce traité, et pourtant, il est mis en application. Vous le disiez très justement qu'évidemment, on ne peut pas avoir une vision provinciale des choses, mais la question qu'on peut se poser, c'est malgré tout le vrai pouvoir d'action à un moment donné du politique. Quelle est votre réflexion là-dessus, Thierry Pech? Ma réflexion, c'est que la nature des problèmes dont on a parlé ce matin, à cette table ronde et à la précédente, souligne le caractère assez systémique des difficultés qu'il faut relever. Les questions de santé environnementale ne sont pas des questions contre lesquelles on peut se prémunir juste par un bon comportement personnel ou par l'interdiction de tel ou tel produit. En réalité, il y a à chaque fois une multiplicité d'acteurs qui sont invités à confronter leurs arguments, leurs intérêts, etc. Et donc, pour le coup, le marché ne sait pas faire dans ces situations-là. Le marché ne peut pas régler ce type de... Le marché ne voit pas assez loin, d'une certaine façon, pour régler ce type de difficultés. Comme je le disais tout à l'heure, il faut orienter le navire à long terme, sur un cap souvent de long terme. Et ça, c'est quelque chose que le marché ne sait pas faire si on n'introduit pas dans son jeu les bons signaux. Les bons signaux pour les investisseurs, les bons signaux pour les entrepreneurs. Bon. Donc, il y a un besoin de politique. Je pense que la santé environnementale crée, peut-être comme jamais, un besoin de politique dans le sens que j'ai dit, c'est-à-dire il n'y a pas une baguette magique qui, par la réglementation, réglerait tous les problèmes. Ça, c'est pas vrai. Je pense qu'il ne faut pas succomber à cette naïveté. Il ne faut pas succomber non plus au romantisme messianique qui nous guette tous parce qu'on est indigné légitimement devant des situations. Il y a besoin d'un politique arbitre entre des jeux d'intérêts qui sachent bien hiérarchiser ces intérêts. Donc il y a besoin de régulation. La question que vous posez, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mettre de la régulation au bon niveau? Sachant que le point de vue politique d'un État n'est pas le point de vue politique d'un autre État. Voilà, donc moi, mon inquiétude principale aujourd'hui, elle porte sur la capacité à créer de la régulation européenne efficace et qui n'attende pas 15 ou 20 ans parce qu'elle est incrémentale, que les choses avancent à petits pas, etc. Là, je pense que l'outil européen est beaucoup trop lent. Et s'il y a un niveau où il faut agir aujourd'hui de façon un peu déterminée, c'est celui-là, pour qu'un certain nombre de freins soient levés. Ce n'est pas facile. D'autant qu'encore une fois, les différences culturelles et politiques sont frappantes. Oui, c'est vrai. En même temps,
Moi, je ne me félicite pas du Brexit, mais de ce point de vue-là, ça peut simplifier les choses. Hein. Vous voulez dire voilà. qu'il en faudrait d'autres? Je me félicite pas du fait qu'on en soit venu à concevoir une Europe à plusieurs vitesses, mais de ce point de vue-là, ça peut peut-être simplifier les choses. Peut-être qu'on peut faire des expéditions un peu pionnières entre États déterminés sur un certain nombre de questions pour montrer l'exemple. Si la France, l'Allemagne, l'Italie, par exemple, décident d'adopter un certain nombre de règles sur les questions qu'on a envisagées, si toutefois c'est possible, je pense qu'elles ont un pouvoir de marché important à L3, par exemple, ces trois nations. Mais j'improvise trop. En tout cas, ce qui me paraît certain, c'est qu'on a affaire à des questions systémiques. Les questions de santé environnementale sont systémiques. Et donc, il faut une régulation à haut niveau. Et au niveau européen, on n'est sans doute pas suffisamment performant. Vous partagez ce point de vue, ministre Paik? C'est pas moi qui vais vous dire qu'il ne faut pas de droit ou de réglementation. Il en faut. Il faut de la réglementation, et certainement que le niveau européen est le bon niveau, et c'est pour ça que pour Nutri-Score, par exemple, c'est là où aujourd'hui on fait avancer nos arguments, mais on ne va pas considérer, en tout cas pour notre agence, on ne peut pas considérer encore une fois sur le champ de la santé publique et de la prévention qu'on sera forcément dans des logiques réglementaires, punitives ou extrêmement coercitives. Non, il faut qu'on imagine aussi d'autres types de rapports. Mon directeur général, qui est en audition à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, cite souvent cet exemple. Il dit certainement que vous ne connaissez pas Adolphe Pinard. Monsieur Pinard, il a fait avancer la santé publique et il a fait avancer la cause des femmes dans notre pays de façon exceptionnelle, puisqu'il s'est rendu compte en tant que médecin au début du XXe siècle que les femmes qui travaillaient comme bonnes jusqu'au dernier jour chez les populations bourgeoises avaient un taux de prématurité énorme, bien supérieur à toutes les autres femmes. Et il s'est dit, ah, et si simplement elles arrêtaient de travailler 2 semaines avant, qu'est-ce que ça allait changer? Ça a changé qu'on a réduit la mortalité de 3 fois dans notre pays par une mesure qui n'est pas une mesure coercitive, qui n'est pas une mesure stigmatisante, mais qui est une vraie mesure de santé publique et une vraie mesure de prévention qui a amélioré la santé dans notre pays. Claude Rambaud, vous avez quelque chose à ajouter sur cette notion de... Je reviendrai sur la dernière question sur laquelle vous avez amorcé, qui était posée sur le truc, c'est-à-dire, oui, il y a un rôle des mutualistes, oui, il y a un rôle des mutuelles, bien entendu, en matière d'information et en matière d'éducation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de contrats locaux de santé ou d'autres instruments qui sont utilisés à cet effet par vous tous ici, dans certaines régions et dans certaines villes. Donc je pense que c'est essentiel. Effectivement, les mutuelles ont un rôle éducatif fondamental à la base pour aider chacun d'entre nous à s'y retrouver. Bien entendu, après ça, il y a des politiques globales avec des hauteurs de vue plus importantes. Mais de toute façon, chacun, vous parlez à vos adhérents. Donc c'est très important de continuer cette action. Et j'entends très souvent, les matins, en radio d'ailleurs, des messages qui sont en général plutôt très bien formatés, en direction du grand public et qui sont financés par les mutuelles. Donc on va dire qu'on est en marche. Thierry Pêche. Non, je voudrais dire un mot aussi sur toutes les... Ça, j'aurais pas osé. Je dis tout de suite que je suis contre le 2 € d'augmentation, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ça, j'aurais pas osé non plus. Bon. Non, je voulais dire, on est dans des transitions de long terme, je l'ai dit, transition alimentaire, très probablement, transition énergétique. Bon. Dans les transitions, il y a toujours des perdants et des gagnants dans l'histoire. On peut se dire, c'est comme ça. Bon. Sauf que les perdants peuvent vraiment freiner le train de la transition et freiner du coup la poursuite d'intérêts très légitimes. Si par exemple vous dites qu'il faut vraiment très vite fermer les centrales à charbon en Europe, il en reste 4 ou 5 en France, ce n'est pas un vrai problème. Mais les gens qui travaillent dans les centrales à charbon, pour eux, c'est une très mauvaise nouvelle. Et bien sûr, ils vont s'organiser pour freiner le train. Qu'est-ce qu'on leur propose à eux pour que le train puisse avancer plus vite? C'est ce type de questions qu'il faut que les pouvoirs publics se posent aussi. Alors, la transition alimentaire, elle peut faire des dégâts fantastiques dans le monde de l'élevage. Les éleveurs vivent très mal aujourd'hui.
Et ils ne font pas par plaisir des mouvements quasi insurrectionnels tous les 2 ans. C'est parce que ça va très mal. Donc, comment on pense l'avenir pour eux? Est-ce qu'on le pense avec eux ou pas? Donc réfléchir sur le long terme. Qu'est-ce qu'on leur propose pour qu'ils montent en gamme, pour qu'ils fassent des produits de meilleure qualité, qu'ils puissent les vendre plus cher et vivre de leur travail? Il faut se poser ces questions-là. C'est trop facile, si vous voulez, de dire voilà le chemin de la vertu, on s'excuse, on n'avait pas vu, ça fait des morts à côté. Il faut aussi penser aux perdants. Sinon, les transitions ne se passent pas bien. L'histoire est pleine de transitions qui se sont très mal passées. Ou ne se passe pas. Ou qui ne se passe pas. Donc je crois que le rôle des pouvoirs publics, c'est d'embarquer tout le monde, c'est aussi de penser aux perdants. Alors, avant de conclure, il y a quand même quelques questions sur le Nutri-Score qui viennent de la salle. Milice Païk, qui paierait effectivement la mise en œuvre du Nutri-Score? Et la mise en œuvre, c'est pas très compliqué. Il faut rajouter un logo coloriel sur des emballages. Donc, je suis pas certain que ce soit véritablement une question de coût ou de. Mais ça aura une incidence sur le prix du produit que je vais acheter ou pas? Ça, je ne peux pas vous répondre. Je peux pas vous répondre à la place des industriels qui vont le mettre en place. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on a mis en place le Nutri-Score et lorsqu'on a fait l'expérimentation dans les magasins et en ligne sur du e-commerce, ce qui ressort, c'est que malgré l'amélioration de la qualité nutritionnelle de ce qui est acheté et donc du caddie, les prix ne sont pas augmentés dans l'achat moyen, dans le coût moyen pour le ménage. Et ça, c'était quelque chose de très important, parce que je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Si on propose le Nutri-Score, et si le Nutri-Score, dans la littérature scientifique, est celui qui est, on va dire, le mieux noté, celui qui répond le plus aux différents critères qui sont posés, c'est essentiellement parce que c'est le logo qui permet, d'une certaine façon, aux populations les plus discriminées, les plus éloignées, d'avoir une information la plus fiable et de pouvoir, encore une fois, je le redis, accéder à une information qui est simple, qui est claire et qui est objective par rapport à ce qu'ils achètent. Et notre objectif, il est aussi dans une logique, j'emploie les grands mots, d'inégalité sociale et territoriale, de santé, de faire en sorte que les populations les plus éloignées puissent avoir un même type d'information que des populations qui sont plus sensibilisées, plus aisées. Réduire les inégalités. Et réduire les inégalités, ça fait partie de nos objectifs. Claude Rambaud, est-ce que vous pensez qu'avec Nutri-Score, les industriels risquent d'être tentés d'augmenter les tarifs ou pas? Ils les augmenteront peut-être, dans la mesure où pour avoir un bon score dans Nutri-Score, ils vont être obligés de faire des efforts. Ah oui. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de répercussions. Donc changement de composition du produit. On va revenir à la table ronde précédente. Il y a des façons de s'alimenter, il y a des façons de consommer qui coûtent peut-être plus cher au moment de l'achat du produit. Mais comme ces consommateurs-là consomment autrement, globalement, ça ne va pas leur coûter plus cher. Oui, enfin, le pouvoir d'achat, ça reste quand même la problématique numéro 1 pour l'ensemble des Français. Hein. Oui, mais donc quand c'est 15 à 20% plus cher pour le... On a des données statistiques là-dessus. Aujourd'hui, on consacre moins d'argent à son alimentation qu'il y a 40 ou 50 ans, par exemple. C'est pas... voilà. Donc, bon, moi, je pense qu'il faut espérer que lorsque ce Nutri-Score va être en vie réelle, comme on dit pour un médicament, eh bien, ça va booster l'amélioration des pratiques de tout le monde et qu'on sera tous bénéficiaires de tout ça. On va voir à l'expérience que ça va donner. Thierry Pêche, vous aviez l'air d'être... Non, c'est sur les effets sur le prix. Je crois qu'on peut anticiper qu'ils seront faibles. Et s'ils ont lieu, c'est pas forcément dramatique. Je m'explique. Faible parce que quelqu'un dont le produit sera bien noté n'aura pas forcément intérêt à lui mettre un prix plus élevé au risque d'avoir un volume de perdre moindre. Du consommateur. Donc, vous savez, c'est un calcul économique et en général, les professionnels le font assez bien. Ensuite, si le prix monte un peu sur certains produits et augmente la marge de producteurs de qualité en amont dans la chaîne, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si inversement, le prix d'un produit mal noté baisse et comprime les marges de la filière, est-ce que c'est un drame? Je ne suis pas sûr, ça se regarde. En tout cas, merci. Alors, avant de clore cette table ronde, j'appelle Stéphanie Soares sur scène qui a un certain nombre de choses à nous dire pour la suite
de la journée. Merci infiniment.